Alors moi je suis Guillaume Beauventre, je suis responsable du produit et la tech chez Honnêtrust depuis octobre 2023 et c'est vraiment chouette. Je peux vous dire en quelques mots ce qu'on fait chez Honnêtrust. On est spécialisé dans la lutte contre la fraude. Donc on sert des solutions à des e-commerçants, à des services financiers pour les aider à détecter la fraude sur leur parcours de manière générale. Alors, Honnêtrust, c'est une société qui a quelques années maintenant. Oui. Elle a un certain historique. Est-ce que tu peux, dans les grandes lignes, nous expliquer un petit peu voilà, le cheminement et le parcours de Honnêtrust? Oui, c'est un acteur historique de la lutte contre la fraude, du profilage digital sur Internet. Il y a eu plusieurs regroupements d'entreprises sur le long de ces années. Et là, depuis un an, on prend un virage chez Honnêtrust où on décide d'accélérer, d'assumer qui on est, bien se recentrer sur la tech et la data. Et c'est pour ça moi, que j'ai rejoint Honnêtrust pour accompagner ce mouvement à la fois donc, sur la tech, la data et aussi sur la culture d'entreprise chez Honnêtrust. D'accord, donc plutôt gros challenge. Ouais, gros C'est challenge. pas un petit sujet. Et justement, en termes d'enjeux, du coup, je comprends que cette transformation, elle est là pour répondre à des enjeux plutôt critiques. Ouais. Est-ce que tu peux nous les décrire en quelques mots? Alors la fraude déjà c'est un sujet passionnant, on pourra en parler des heures. En gros nos enjeux et nos défis sur la tech ils sont de plusieurs ordres. Le premier c'est un sujet plutôt de performance. Il faut qu'on soit en mesure de délivrer un score, une recommandation, une analyse sur les données qui nous arrivent. Donc on a un enjeu de pertinence et de performance parce que ça doit se rendre en temps réel. Pour te donner quelques chiffres, on traite environ à peu près 20 requêtes par seconde. C'est des millions d'achats à l'année, plusieurs dizaines de millions d'achats à l'année. On doit sécuriser l'achat en valeur à un AirPod Pro par seconde à l'année. Ah oui, quand même, ouais. Donc ça monte vite. Ça monte très vite, ouais. Ça monte très vite. Donc des enjeux d'ingestion d'une grande quantité de données, de scoring et de pertinence dans le score qu'on envoie. Donc ça c'est notre premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est un enjeu de time to market. La fraude, on ne peut jamais s'arrêter, on ne peut pas se dire qu'on a traité le sujet. Il faut toujours être à l'écoute des tendances qui peuvent arriver, des nouvelles pratiques, notamment avec l'IA qui arrive aujourd'hui. Et donc il nous faut être en anticipation, et parfois on ne peut pas toujours l'être en anticipation, donc il faut être aussi hyper réactif pour adapter nos mesures, nos briques pour détecter les nouvelles tendances de fraude qui peuvent arriver. Alors ça, c'est vraiment intéressant ça, parce que ça veut dire qu'en fait, y a un vrai jeu de chat et de la souris. Comment on fait quand on est un acteur majeur de la lutte contre la fraude pour justement rester à jour, de découvrir finalement ces dernières tendances? Il y a un vrai... Tu mets ta casquette de Sherlock Holmes, comment ça se passe concrètement? Il y a plusieurs façons de le faire. Des façons très conventionnelles, c'est d'avoir un dialogue permanent avec le marché, avec les fraud managers, avec ceux qui sont confrontés à la fraude, avec aussi les autorités avec lesquelles on peut être amené à discuter pour suivre un peu les nouveaux cas qui peuvent arriver. Et puis une approche, une infiltration entre guillemets dans ces réseaux de fraudeurs qui peuvent se monter pour essayer de voir un peu les nouvelles tendances ou les nouvelles fraudes qui peuvent se monter ou les secteurs qui peuvent être ciblés. Du coup, vous vous intégrez, j'imagine, de manière assez étroite avec vos clients. Vous êtes sur des chemins qui sont totalement critiques, vous êtes sur le parcours d'achat. Comment vous assurez de pouvoir répondre sans bloquer finalement l'acte d'achat? Alors, c'est vraiment une préoccupation qu'on a quand on conçoit nos produits, quand on les conçoit, quand on les met à disposition et puis même dans notre monitoring au quotidien. On est dans le e-commerce, on peut être aussi dans les services financiers, mais il y a un enjeu de temps réel. On est, comme tu le disais, on est sur des parcours utilisateurs. L'enjeu des commerçants, c'est de limiter la friction, limiter l'attente, etc. Donc, nous, by design, on a vraiment c'est toujours cette problématique de se dire comment on peut rendre
un résultat le plus rapidement possible. Et c'est ce qu'on fait, où on a capacité de rendre des résultats en moins de 300 millisecondes. Alors, donc ça, c'est garanti. C'est garanti. Ouais, voilà. Vous avez vraiment un SLA exactement, ouais. en moins de 300 millisecondes, ouais, tout à fait. C'est scoré. Oui, et on a un premier score qui peut être donné très rapidement, et on a des mécanismes aussi qui nous permettent, dans le cas de doute, ou si on n'a pas suffisamment de certitude sur la donnée qui nous est arrivée, d'aller déclencher des modules supplémentaires qui peuvent être un peu plus longs nécessairement, et de rendre une réponse asynchrone aux clients. Et là, c'est toute l'importance de bien travailler en partenariat avec nos clients pour intégrer le mieux possible nos solutions dans leur parcours, pour éviter les frictions. On peut donner un premier score, on peut indiquer au client qu'il y a un deuxième score qui va arriver quelques millisecondes ou quelques secondes après, et que le client ne bloque pas le client dans son parcours à ce moment-là, quoi. Ok. Alors, il y a le scoring, effectivement, qui est dans le parcours d'achat, qui est très important, on vient de le voir. Mais il y a aussi une vraie notion de l'identité digitale. Chez Honeytrust, on le voit ici, hein. Vrai profilage digital. Ouais. Est-ce que tu peux nous en toucher deux mots? Ça, c'est vraiment une fierté de Honeytrust. C'est vraiment un produit très très différenciant, sur quelque chose sur lequel on est très bon. Alors, qu'est-ce que c'est l'identité digitale? C'est ce qui vous caractérise en ligne. Donc, c'est un mail, une IP, un numéro de téléphone. L'enjeu derrière ça, pour nous, c'est d'évaluer la qualité d'une identité digitale qui se présente à nous. On va l'analyser, on va aller enrichir ces quelques données, donc ça peut être 3 données, hein, mail, IP, téléphone mobile. On va l'enrichir de centaines de données qu'on peut avoir par ailleurs, pour évaluer la qualité, l'antériorité, la cohérence de ces données, pour se dire est-ce que derrière ce profil digital qui se présente, est-ce qu'on a une vraie personne ou est-ce qu'on a un fraudeur. C'est une innovation qui a été qui date de il y a quelques années maintenant chez Honeytrust, alors qui continue d'évoluer sur laquelle vous avez été pionnier en fait. Oui, sur laquelle on a été pionnier, on a été primé à différents prix, et c'est ce qui permet vraiment de faire la différence. On parle d'identité synthétique quand on a une identité digitale qui est conçue de toutes pièces. L'identité synthétique, c'est un moyen pour frauder qui est utilisé dans 85 à 90% des fraudes. Donc savoir gérer ce sujet de l'identité synthétique, c'est déjà s'assurer que rien qu'avec cette brique-là, on arrive à détecter 90% des méthodes, on va dire. Donc ça veut dire être capable de faire la distinction entre une vraie personne et une personne de synthèse, quoi. Entre une identité digitale saine et une identité digitale de synthèse, factice, qui était créée. D'accord. Mais ça c'est super intéressant du coup. Et ce sujet-là, c'est quelque chose que vous développez activement, continuellement. J'imagine que vous restez un peu à la pointe de ce sujet. Oui. C'est comme je le disais tout à l'heure, c'est un sujet, la fraude, qui bouge sans arrêt. On est toujours en analyse autour de ces sujets-là, sur comment on va aller enrichir ces données auprès d'autres fournisseurs de données, pour vraiment avoir le maximum d'informations qui nous permettent de vérifier la pertinence, la cohérence de toutes ces données. Et c'est aussi de s'enrichir, d'enrichir notre produit de nouveaux méthodes de paiement, de prendre en compte par exemple les private relay d'Apple, de prendre en compte des nouveaux domaines de mail, des nouveaux providers de téléphone, etc. Cette solution en plus, elle offre l'avantage d'être, contrairement à ce qu'on peut voir par ailleurs, elle ne nécessite pas de se constituer une base de référence entre guillemets. C'est qu'on peut se déployer dans n'importe quel pays et être pertinent dès la première interrogation. J'imagine qu'il y a tout un tas de types de fraudes, hein, ça tu l'as évoqué tout à l'heure. Mais moi par exemple, j'ai une identité, hein, j'ai une identité digitale. Demain, je me fais hacker mon compte. Vous êtes capable de le détecter ?
Oui, alors ça c'est ce qu'on appelle l'account takeover. C'est des cas qui sont compliqués, qui arrivent malheureusement assez souvent. C'est, comme tu évoques, on va te voler à la fois tes identifiants, on va avoir accès à ton mail, potentiellement à ton téléphone. Euh, de prime abord, on va avoir l'impression que Camille passe une commande ou achète quelque chose. Et là, on va faire tourner d'autres briques qui vont nous permettre de déceler l'anomalie, malgré tout, dans ce qui est en train de se passer. Ça peut être au travers du device, ça peut être au travers de l'analyse comportementale, qui vont nous faire dire mais c'est peut-être un profil digital d'admin, mais pour autant, il y a des incohérences qui remontent dans les données qu'on voit. Donc vous détectez à la fois même les petits signaux faibles qui permettent de voir que là, il y a un comportement anormal. Et donc c'est peut-être pas la bonne personne, donc il y a peut-être un cas de fraude, quoi. Oui, exactement. Bon, j'imagine que du coup il y a un des vrais chantiers qui sont en cours. Tu as parlé tout à l'heure voilà, de certaines ambitions, d'une certaine prise de conscience aussi, qui amène voilà, à des sujets de transformation. Peut-être est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, moi je suis arrivé en octobre 2023, donc en ayant en responsabilité la tech, le produit, et à la fois la transformation de Données Trust. On est un acteur historique, on a une assise, on est pertinent dans ce qu'on fait, mais il y avait vraiment besoin de faire une introspection sur comment on travaille, comment on a envie de travailler demain, dans quoi on doit s'améliorer. Et ça a été le sujet de mes premiers mois de travailler là-dessus. C'est d'ailleurs pour ça que on a travaillé ensemble, que j'ai sollicité Xquad, parce que moi j'avais besoin de compléter mon assessment d'une vue encore plus globale. Alors quand je parle d'assessment global, c'est que quand on a travaillé ensemble, on ne s'est pas concentré uniquement sur la tech ou la qualité du code ou vraiment des choses très précises. On a eu une approche vraiment très globale de se dire bon, où en est-on sur la tech, l'archi, l'infra, la culture, les pratiques, les méthodes, et pour avoir un panorama global et se dire on va pas aller chercher des bonnes pratiques pour les bonnes pratiques, mais par rapport aux enjeux qui sont les nôtres, où on doit s'améliorer, où on doit aller. Et il en est découlé une vision assez claire sur l'ensemble de ces sujets, donc la tech, l'orga, les pratiques, etc. Et il fallait qu'on ait une tactique assez claire, rapide. Ce qu'on s'est dit, c'est on s'était fixé 1 an pour changer de ligue, passer en Ligue des Champions, si je peux dire. Et donc ça s'est traduit par des chantiers sur le testing, l'automatisation des tests, des sujets autour du cloud, des chantiers autour de l'organisation aussi. Est-ce qu'on avait une organisation qui était adaptée? Non, on est passé en mode produit avec des squads autonomes qui nous permettent d'améliorer notre time to market, notre qualité de service également. On avait aussi un objectif de travailler aussi sur la culture d'entreprise pour davantage responsabiliser, donner de l'autonomie aux collaborateurs. Et donc on a aussi plein d'autres sur l'approche DevOps aussi qui était hyper important, comme j'évoquais sur le time to market. Il nous faut être hyper réactif à défaut d'être en anticipation dans certains cas. Donc voilà, beaucoup de sujets qu'on a dû mener en 1 an. Et voilà, donc c'était une année hyper riche. Hyper riche, bah oui. Ouais, qui nous a, où on s'est dit, on change de cap, on met pendant 1 an, on met un effort assez important sur tous ces sujets-là. Et je suis assez content de ce qu'on a fait parce que ça n'a pas non plus été une année blanche. On s'est pas dit, on fait que de la tech, de l'orga, du process, etc. Parce que malgré tout, on a du business, on a des produits à faire tourner. Faut continuer à innover, faut sortir de la feature. Donc, il y avait un équilibre malgré tout assez délicat à trouver, d'avoir une approche assez pragmatique dans les sujets pour ne pas s'arrêter de vivre. On ne peut pas se permettre d'arrêter avec un historique, des clients, des millions d'achats sécurisés à l'année. Donc voilà.
Et du coup, qu'est-ce qui a motivé, donc tu as mentionné effectivement X-Squad, qu'est-ce qui a motivé cette collaboration? Pourquoi avoir fait appel à X-Squad? Alors, pour plusieurs raisons. Moi, je savais il fallait qu'on se renforce rapidement, donc qu'on monte plusieurs profils experts très rapidement pour adresser plein de sujets. Donc il me fallait une expertise poussée. Je savais que X-Squad pouvait l'apporter. Deuxième sujet, et je pense que c'est des sujets qui nous tiennent à cœur tous les deux, c'est le côté humain de l'aventure qui a mené. Quand on a discuté, moi ce que je ne voulais pas, et je pense que tu étais très d'accord là-dessus, c'est que je ne voulais pas d'une armée, d'une milice de mercenaires qui venaient chez nous pour tout améliorer dans leur coin, et puis après, ciao, on s'en va, et on vous laisse avec tout ce qui a été fait. C'est pas du tout moi l'approche que je voulais, et c'est pas du tout la tienne, donc ça me va très bien. Ce qui était important pour moi, c'est comme on était aussi sur des enjeux de transformation de culture, c'était de faire monter tout le monde en compétence sur tous ces sujets. Et donc ça voulait dire d'avoir à la fois de l'expertise, mais de l'expertise intégrée dans les équipes. Pas de l'expertise qui faisait ses sujets à côté, donc vraiment des experts intégrés dans la vie de l'entreprise, dans les squads, dans tous nos rituels, etc. Et donc voilà, ce qui a motivé le fait que je choisisse X-Squad pour nous accompagner sur toute cette approche. Ce que je souhaitais aussi, c'était que l'ensemble de ces renforts qui arrivent partagent, on va dire, les mêmes valeurs. C'est quelque chose qui est aussi, auquel j'accorde beaucoup d'importance. Et je voulais des personnes qui soient techniquement très bons, mais ça faisait partie, je veux dire, c'était normal qu'ils le soient, mais aussi qu'humainement, ils sachent bien s'intégrer, qu'il n'y ait pas de service minimum, que ce soit des personnes de valeur. C'est des sujets qui sont hyper importants pour nous chez Honeytrust. Et donc, voilà pourquoi on a travaillé ensemble. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu en quoi X-Squad a pu s'adapter aux spécificités d'Honeytrust? Quelles étaient les spécificités d'Honeytrust, justement? Tu l'as évoqué rapidement tout à l'heure. Il y avait beaucoup d'humains, il y avait beaucoup d'attention particulière apportée à la collaboration avec les internes de Honeytrust. Absolument. Il y avait plusieurs sujets. Alors, il y a le sujet humain qui était hyper important. On était dans une phase d'Honeytrust où il y a eu un changement de direction générale, un changement d'actionnaire, un recentrage de Honeytrust sur son cœur de métier de lutte contre la fraude. Donc c'était un moment où il y avait pas mal de bouleversements autour de Honeytrust. Donc fallait pas non plus que on en rajoute un nouveau. Donc il a fallu parfois dire les choses, mais avec la forme, accompagner, pas forcément non plus comprendre le passé et pas forcément l'accabler s'il y a des choses qui n'allaient pas. Donc il y avait cet aspect humain qui était important. On n'était pas dans le jugement. On ne devait pas être dans le jugement, et à juste titre en fait. De toute façon, ça ne servait à rien de parler trop du passé, mais se concentrer sur vraiment l'avenir, ce qu'on allait mettre en place. Donc vraiment un aspect humain hyper important de prendre en compte ce contexte de bouleversement, de transformation à mener. Et une transformation, c'est un sujet, il peut y avoir plein de sujets tech, ça reste aussi un sujet humain. Il faut embarquer tout le monde, il faut que tout le monde y croit. Deuxième sujet, c'est un sujet très terre à terre, c'est que, comme j'évoquais, on sécurise des millions d'achats à l'année, on traite des dizaines de requêtes à la seconde. Il ne fallait pas que ça s'arrête, quoi. Il fallait se concentrer aussi sur la qualité de service, le maintien en conditions opérationnelles, et donc que toute transformation qui serait apportée à la fois sur la qualité de la code base, sur les pratiques, etc., ne se fasse pas au détriment ou de la qualité de service, ou du service client de manière générale, ou de la pertinence de l'évaluation de la fraude qu'on peut mener. Donc c'était vraiment les deux contraintes à prendre en compte, et que les équipes d'X-Squad ont vraiment bien intégré, parce que au début, il y avait un peu de méfiance de se voir, parce que on n'en a pas parlé, mais
entre l'évaluation qu'on a menée de Données Trust, de là où donc entre l'évaluation, définir la cible, la tactique et de qui on avait besoin, il s'est passé 2 mois. Donc en 2 mois, on a fait ça et on a fait venir 10 personnes, des devs, des QA, des release managers, des data ops, pardon. Et donc en un timing très court, ça faisait malgré tout beaucoup de choses qui allaient arriver. Et de voir arriver 10 personnes le 10 janvier, je me souviens très bien. En mode électrochoc. Électrochoc, voilà, c'était un peu effrayant malgré tout. Donc il a fallu rassurer, moi j'avais un devoir de rassurer les équipes, de se dire que c'était quelque chose qui allait se faire avec tout le monde. Et puis après, c'est la preuve par l'exemple. Et la preuve par l'exemple, c'était à chacun des membres d'X-Squad de le prouver au quotidien en fait. Et ça s'est extrêmement bien passé et les retours sont hyper positifs parce que ils n'ont pas vu ça comme des gens qui arrivaient de l'extérieur pour tout changer. Ils ont vraiment vu ça comme des personnes qui allaient les aider à grandir, à s'améliorer. Et c'est vraiment ce qu'on recherchait, donc mission accomplie sur ce volet-là. Est-ce que tu peux nous dire vraiment voilà, en quelques mots les key achievements, voilà, les différentes étapes importantes de cette transformation que Honey Trust a pu mener cette année et a réussi à atteindre avec succès? Alors oui, il y en a plusieurs. Il y a cette partie amélioration de notre pipeline d'intégration dans l'environnement développement, l'automatisation des tests. On a eu un sujet aussi qualité de service où on a franchi aussi un cap dans la maîtrise de nos produits, dans l'amélioration en tant que telle de la qualité de service. On a eu un cap aussi sur un passage dans le cloud de tout le reliquat qui ne l'était pas encore dans Azure. On a eu aussi un cap sur la partie testing fonctionnel de performance, où il y a eu un gros travail de fait en termes d'automatisation. Et on a aussi eu un cap, je pense, important sur la refonte de notre plateforme data en posant des briques hyper structurantes parce que notre métier c'est de la tech et de la data et il fallait aussi qu'on crante un peu sur ce sujet-là et avec X1 on a réussi à cranter sur ce sujet-là. Et après globalement je pense que c'est la culture produit au-delà des sujets hyper factuels. Je pense que la culture produit est davantage ancrée dans les pratiques, dans les personnes. Elle est incarnée maintenant. Ouais. Et ça, c'est hyper important. Le fameux passage de mode projet au mode produit. Ouais, voilà, exactement. Toujours se poser la question de quelle valeur ajoutée je vais pouvoir apporter à l'utilisateur final. On peut peut-être avoir un petit mot sur l'avenir, sur la vision de l'avenir chez Honey Trust. Et particulièrement dans la lutte contre la fraude. Quelle est ta vision? Comment vois-tu les choses? À très court terme, nos enjeux au global sur Honey Trust, d'un point de vue entreprise, ça va être le développement commercial. On a de gros objectifs d'accélérer sur ces sujets-là. Ce développement commercial passera aussi par un travail encore sur l'efficacité opérationnelle. On a encore des choses à faire là-dessus pour outiller nos experts qui analysent les réseaux de fraude, pour outiller toutes nos équipes data, etc. Et on a un dernier sujet de priorité qui est vraiment, qui l'a toujours été, mais qui l'est encore plus en ce moment, c'est comment on peut encore améliorer nos scorings avec de la graph data science, que ce soit l'utilisation du machine learning sur certaines parties ou comment on améliore encore cette partie-là. Voilà, ça c'est un peu nos enjeux, on va dire, sur les 2 années et à plus long terme. Voilà, maintenant, faut que quand on pense fraude, on pense Honey Trust. On a un déficit un petit peu de notoriété. On a toujours été assez discret sur ce qu'on fait, parce que je pense que c'est un peu logique, mais on n'a pas forcément envie de trop parler de la fraude. On n'a pas envie d'en parler, mais pourquoi on n'a pas envie d'en parler? Parce que typiquement, si je fais un peu le parallèle avec la cybersécu,
dans la cybersécu, en fait, toutes les failles, il faut les communiquer. C'est justement l'objectif, c'est de les communiquer pour que les différents acteurs de la tech puissent éviter de reproduire ces problèmes-là. Alors, peut-être qu'effectivement, il faut les communiquer qu'à partir du moment où elles ont été corrigées. Mais est-ce que voilà, il y a un parallèle à faire avec la fraude là-dessus? On en parle en fait, mais alors plutôt par le prisme de la sécurité, et c'est ce que font les banques en parlant attention au phishing pour éviter l'account takeover, pour récupérer des données. Mais on parle assez peu finalement de la fraude en tant que telle, des fraudes qu'il peut y avoir, des méthodes pour frauder, parce qu'on n'a pas envie de s'exposer à davantage de fraude, ou du moins à rendre la fraude accessible à tout le monde, même si l'environnement a changé ces derniers temps. La fraude avant c'était un milieu un peu confidentiel en fait, un peu le sujet de mafia entre guillemets, enfin très cloisonné. On avait une barrière un peu technique sur le dark web, donc qui limitait l'accès aux méthodes de fraude quand même au grand public. Oui, il fallait s'y connaître un petit peu. Voilà, c'était pas non plus une barrière infranchissable, mais pour le e-consommateur français, voilà, c'est pas une barrière qui est franchie. Aujourd'hui, c'est la fraude, on la voit, elle se market, elle se commercialise. On a de la fraude as a service qui peut exister avec et qui utilise les canaux un peu plus visibles et plus faciles d'accès, que ce soit Telegram, Snapchat, Discord, où il est beaucoup plus facile d'avoir accès à des méthodes de fraude. Donc ce que tu es en train de dire, c'est qu'en fait la fraude se démocratise, ouais. Et que du coup c'est une raison de plus pour mettre en place des solutions anti-fraude. Exactement, oui. C'est vraiment ça, ce qu'on constate, c'est que on voit des offres qui sont en train qui se montent, qui se marketent, qui sont bien marketées, qui sont correctes. On n'a pas la caricature de l'offre avec plein de fautes partout, etc. Non, c'est bien marketé, un bel UX, une belle UI, etc. Et c'est commercialisé. Et on a du SAV, c'est bien fait. Ça reste malgré tout de la fraude. Ça reste illégal. Dernière question et on s'arrête là, parce que je peux pas ne pas te la poser. Et l'IA dans tout ça? L'IA, ça reste ça aide à la fois les fraudeurs, mais ça aide aussi les entreprises comme les nôtres, parce que ça nous offre la possibilité de trouver plus facilement une anomalie dans une masse de données qui est de plus en plus importante. Donc c'est à la fois un atout pour nous, c'est aussi un outil qui est utilisé par les fraudeurs. On a eu la version obscure de ChatGPT qui s'appelait WormGPT, qui était fermée depuis, mais qui n'avait pas d'éthique ni de conscience. Donc on pouvait lui demander n'importe quoi, de créer des bots pour passer tel achat en nous fournissant des cartes volées, etc. Et ce qui permettait aux fraudeurs de plus facilement industrialiser leur fraude en fait. Donc certes, l'IA, il faut... Donc, c'est un inévitable. C'est inévitable. Ça fait partie de l'environnement et tout le monde l'utilise. Donc voilà, c'est plutôt une arme de chaque côté. C'est plutôt une opportunité qu'une fatalité finalement. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est une arme qui tombe dans le jeu et qui est offerte à la fois aux bons et aux méchants. Parfait. Merci beaucoup pour ton intervention. Merci à toi. Est-ce que tu as un mot de la fin? Oui, Honnêtrest, la lutte contre la fraude, c'est super cool. Donc si vous êtes intéressé, venez m'en parler. On va mettre le petit bandeau déroulant qui va défiler vite. Non, voilà, c'est un sujet intéressant. N'hésite pas à venir nous voir. On se fera un plaisir de parler de nos solutions, de ce qu'on fait. Et au plaisir de se rencontrer sur des salons ou ailleurs. Ça sera un plaisir de discuter avec vous. Parfait. Merci beaucoup.